Bienvenue sur So What, le magazine de l'entrepreneuriat au féminin et au masculin. Aujourd'hui, je vous embarque dans l'univers de l'industrie joaillière écologique. Avec Manuel Malène, découvrons comment le beau et le bon se marient et comment l'innovation et l'élégance se conjuguent. Je ne sais pas comment j'ai atterri ici, en fait. Moi j'adore le sport, je suis un dingue de sport. Et finalement, je suis arrivé dans le luxe un peu par hasard, mais grâce au sport. Donc voilà, si je devais me résumer rapidement, c'est... une fois de plus, j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Mon métier aujourd'hui, c'est de créer avec Marianne, qui est mon associée, parce qu'on n'aurait jamais fait ça, j'aurais jamais fait ça tout seul. Et si elle n'avait pas été là surtout. C'est de créer, diriger et développer la marque Courbet, qui est la première marque de joaillerie écologique de la place Vendôme. Alors déjà, elle est suédoise. Alors c'est pas une qualité mais quelque part, j'ai envie de dire, l'écologie, on a le même âge. Elle m'a raconté qu'à l'école, elle avait des cours sur l'écologie. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc quelque part, elle est aussi le garante de l'écologie. Vraiment, eux, ça fait partie de leur vie, ça fait de leur manière d'être. Et puis Marianne, elle a un parcours qui est génial parce qu'elle a fait 14 ans de Procter & Gamble et McKinsey, elle était devenue directrice marketing de McKinsey. Ensuite, elle a monté une boîte de téléphonie en Suède qu'elle a revendue et qui est cotée aujourd'hui. Elle n'était pas contente de l'école de ses enfants, elle a créé une école Montessori, ça fait 4 ans que c'est la meilleure école de Suède. Et ensuite, elle s'est mise à faire du design. Et quand elle se met à faire du design, elle est à fond. C'est qu'elle apprend les trucs, enfin c'est dingue. Alors moi je trouve qu'elle a un talent fou, elle a une ouverture d'esprit dingue, donc think outside the box, elle sait ce que ça veut dire, mais elle le fait de manière naturelle, sans se forcer, donc ça c'est magique. Et elle a une dernière qualité qui est extraordinaire pour un designer, elle est humble. Et elle est toujours, quand on partage des idées, des trucs, elle est toujours dans le dire, t'es sûr que c'est bien? Alors, sincèrement, très souvent je trouve ça juste formidable, et elle est toujours dans le doute. Et ça, c'est pas donné à tous les designers. En gros, c'est une histoire de rencontre. Moi, le luxe, je viens pas de ce milieu-là, je n'avais pas d'acquaintance, pas d'envie particulière. Mais quand j'étais en école de commerce, il y a un moment donné, je faisais partie de l'organisation d'un tournoi de tennis et de golf entre dirigeants et étudiants. Et dans les dirigeants qui sont venus à ce tournoi, il y a eu quelqu'un de chez Cartier, le chasseur de tête de Richemont. Et voilà, et puis c'est bien passé. On s'est entendu parce qu'on joue au tennis, qu'il était écossais et qu'il joue au rugby. Et voilà, donc on a parlé, je pense, de rugby et de tennis, et puis finalement, au bout du compte, il m'a embauché. Très très souvent, on me demande de participer à des, pas des comités, mais tu sais, un petit peu des trucs sur nos métiers. Et moi je dis, mais les clubs, ils doivent être faits de passion, pas d'intérêt. L'intérêt va découler peut-être de la passion, parce qu'il y aura un fit, il y aura quelque chose. Mais sincèrement, ces clubs d'intérêt ne m'intéressent pas. Par contre, tu vois, aller pour un truc de rugby, un truc de sport, un truc de... génial, et puis tu rencontres des gens formidables qui ont la même passion que toi. Et puis après, si tu fais des affaires, le cas échéant, mais enfin, c'est pas le but. On n'est rien sans l'autre au rugby. C'est le sport collectif par excellence. L'adversaire est toujours devant, le partenaire toujours derrière. C'est pour ça qu'on passe la balle à l'arrière au rugby, ce qui est un peu bizarre. Donc voilà, et quelque part, la victoire est plus belle et la défaite plus facilement réconfortante quand tu es ensemble. Tu sais, sur Courbet, on a une phrase qu'on adore qui est « sans le bien, le beau n'est rien ». D'accord ? L'idée du bien, je l'avais eue au départ, d'accord ? Mais l'idée du beau, et c'est là où Marianne est rentrée en jeu, parce que c'est elle qui dessine tous les produits, et je la connaissais, et quelque part, à partir du moment où on avait le bien et le beau, on pouvait se lancer. Donc voilà. Non mais sincèrement, tout seul, je n'aurais pas fait. C'était une vraie volonté, déjà. Quelque part, on vient en quelque part se targuant d'être aussi fort que les autres marques de la place Vendôme. Donc déjà, il faut y être. Et il n'y a qu'une seule place Vendôme dans le monde. C'est-à-dire quand tu parles à des étrangers, si tu es place Vendôme, tout d'un coup, tu es joaillier. Tu es forcément dans le luxe. D'accord ? Alors, certes, tu as cette image-là, mais il faut aussi que ça colle à la marque. Et il y a des marques qui sont arrivées place Vendôme, qui sont parties parce qu'il y avait ce décalage. Et nous, c'était super important, donc on utilise
le top de l'artisanat, les mêmes qui travaillent pour la place Vendôme, le top des matériaux, que ce soit les diamants, c'est les plus beaux diamants qui existent, l'or, c'est du 18 carats, enfin voilà. Donc il faut respecter un certain nombre de conditions, dont la créativité, dont la création, et une fois de plus, c'est Marianne là, qui est la garante de tout ça. Mon père avait créé une société, etc. Et je pense que j'avais quand même ça en tête, et même quand j'étais dans des grands groupes, j'ai toujours fait des choses à côté, en entrepreneur. Donc voilà, donc ça c'était en moi. Et passer maintenant, entre guillemets, sur du diamant de mine d'un côté au diamant de laboratoire, c'est en fait j'ai eu la chance de découvrir ce diamant de laboratoire un jour par un de mes fournisseurs, qui est quelqu'un qui travaille pour la place Vendôme depuis 3 générations, un artisan, et qui m'a fait découvrir ce diamant à Anvers. Et je suis allé avec lui découvrir ce truc-là. Et lui qui est gémologue, et moi je ne le suis pas, quand on était en rendez-vous, alors désolé des termes, mais à chaque fois que le diamantaire lui passait un diamant, il le testait et il me disait putain merde. Et à un moment donné, je lui dis mais quoi, putain merde. Il me dit c'est la même chose. Il dit moi je vois pas la différence. Et puis je le teste avec mon testeur, je ne voulais pas que l'autre il me fourgue ses outils. Et donc voilà, et en fait quand on est revenu d'Anvers dans le train, il m'a dit Manu, je pense que c'est l'avenir. Et je me suis dit tiens, qu'un mec comme ça, qui depuis 3 générations travaille pour la place Vendôme, et ce type de réaction, peut-être pas complètement idiot, gardons-le dans un coin de la tête. Donc voilà comment est née l'idée de ce truc-là. Et après c'est devenu une évidence, et à partir du moment où c'était là, bah, t'as pas le choix. Je veux dire, si je te fais un parallèle, c'est comme si tu me disais aujourd'hui on arriverait à recréer de la fourrure, mais vraiment de la fourrure, vraiment en laboratoire, vraiment la même chose exactement. Est-ce que ton choix c'est de continuer à tuer l'animal? Tu dis ben non, c'est idiot. Donc voilà. Sincèrement, la rencontre avec ce diamantaire était super importante. La chance que l'on a, tu sais, en général, quand tu veux créer une marque écologique, la difficulté que tu as, c'est que souvent tu es obligé de faire des compromis, soit sur la qualité, soit sur l'esthétique. Là, tu avais un or, nous on a un or un peu particulier, c'est un or qu'on récupère des téléphones portables, des ordinateurs, d'accord? Il y a plus d'or au-dessus de la Terre qu'en dessous de la Terre, donc autant l'utiliser, donc ça c'était une évidence. Et quand ces diamants étaient là, c'est les 2 éléments constitutifs de la joaillerie. Donc quand tu as les 2 mêmes choses, mais qui sont complètement sustainable, complètement éco-responsables, complètement écologiques, quelque part, tu te dis t'as pas le choix. Et moi je pense, tu vois, j'ai 55 ans, donc je ne suis pas né avec la génération écologie, il faut être honnête. Mais moi l'écologie, je l'ai plutôt vécue à travers mes enfants. Et quelque part, quand tu as ton gamin ou ta fille qui te dit écoute, toi t'es gentil, mais tu savais, t'as rien fait. Il y a un moment donné, ça fait chemin. Il y a un côté un peu cocorico, il faut être honnête, c'est de dire écoute, moi je suis dans l'univers du luxe depuis 30 ans, ok, la joaillerie, elle est française, l'horlogerie, elle est suisse, moi j'ai pas de souci par rapport à ça, mais la joaillerie, elle est française. Il y a un vrai savoir-faire, il y a un vrai historique, un vrai passé. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule place Vendôme et qu'elle est à Paris. Et en fait, l'idée c'était de dire, on vient ici place Vendôme, il nous faut un nom français, tu vois. Et on a cherché un nom, alors l'histoire est assez marrante, mais on a cherché un nom, on s'est dit, ça serait top s'il avait une connotation disruptive, artistique, ça serait magique, tu vois. Et en fait, l'anecdote, c'est qu'avec un de mes collaborateurs, je lui ai dit un vendredi, je lui ai dit, écoute, toi tu vas prendre les lettres de A à J, moi je vais prendre les autres lettres et on regarde tout. Des musiciens, des archéologues, des aventuriers, des sculpteurs, des peintres. Voilà. Et un samedi, il m'appelle, il me dit, regarde Courbet, regarde Gustave Courbet. Je dis quoi? Il me dit, Gustave Courbet, l'origine du monde. Ce tableau, tu sais, ce sexe de femme en gros plan, qui à l'époque avait mis en émoi tout Paris, il était caché derrière un autre tableau, il fallait que tu décroches un tableau, que tu regardes et que tu remettes. Il m'a dit, mais tu sais qu'on peut toujours pas le mettre sur Facebook, ce qui est ridicule, clairement, mais il est toujours disruptif. Il m'a dit, mais continue à regarder, regarde sur Wikipédia, tu vas voir, c'est dingue. Courbet, plutôt peintre de la femme et de la nature. Tu veux faire de la joaillerie écolo, jusqu'ici tout va bien. Et enfin, en 1871, ce que les gens savent moins, c'est que Gustave Courbet, il est communard, et haut placé dans la commune de Paris. Et c'est lui qui fait démonter la colonne Vendôme. Et il fait démonter la colonne Vendôme, en plus pour une bonne raison. Il dit, je suis rue de la Paix, la première chose que je vois rue de la Paix, c'est une colonne à la gloire des guerres napoléoniennes. Il dit, non, ça doit aller ailleurs, et là on doit faire autre chose. Donc quelqu'un qui a voulu changer la place Vendôme pour une bonne raison, ça avait quand même vachement de sens. Et donc voilà. Et pour la petite anecdote, ce samedi-là, à 2h30 du matin, je suis sur mon ordinateur, sur le site de l'INPI, avec ma carte bleue en disant « Oh, putain, pourvu que ça passe ». Et c'est passé. Voilà. Alors il y a beaucoup de lobbies aujourd'hui contre ce diamant-là, notamment parce que le problème c'est que quand tu dis qu'un diamant est écologique, ça veut dire que l'autre ne l'est pas.
Et quand l'autre ne l'est pas, il y a de telles puissances et de telles masses d'argent en jeu que, évidemment, ça perturbe. Et comme tu viens de disrupter, quoi, quand tu viens de disrupter un petit peu un truc, l'ancien monde, voilà. Nous, on a un lobby qui est hyper fort aujourd'hui, qui est par exemple sur l'appellation de ce diamant. Aujourd'hui, et il n'y a quasiment plus qu'en France, où tu es obligé de l'appeler diamant de synthèse ou diamant synthétique. La synthèse, c'est plusieurs éléments que tu synthétises en un. Là, c'est du carbone qui vient du carbone. Donc, quelque part, quand je te dis je vends du diamant de synthèse, je te mens. Aux États-Unis et dans d'autres pays, ils ont dit bah oui, c'est idiot. Donc, enlevons le mot synthèse et synthétique qui n'a rien à voir et appelons-le diamant créé en laboratoire ou diamant de culture créé en laboratoire. Et si tu veux, aujourd'hui, j'ai clairement un lobby qui me dit en France non. Mais très fort, hein. C'est-à-dire que nous, on a quand même la DGCCRF qui est déjà venue 2 fois et comme j'aurais dit, fantastique, hein, dans 2 groupes en 25 ans, je ne vous ai jamais vu. Ici, en 2 ans, 2 fois. Mais voilà, donc, voilà, je trouve que là, ça manque un petit peu de fluidité. Maintenant, l'État, il est à son rôle, heureusement qu'il est là, il doit mettre des kits, il doit mettre des choses, mais voilà, mais aussi de le faire un peu évoluer. Les mines de diamants s'épuisent, comme tout ce que l'homme a pu faire, il l'épuise. On a traqué toutes les ressources, là, ils vont chercher dans les mers avec un bateau, le surnom du bateau, c'est The Butcher, parce que ça racle les fonds marins pour... Tu dis, et les gars, en laboratoire, on peut le faire, c'est complètement con. Hein. Donc, quelque part, les mines de diamants sont en train de baisser, hein, forcément, elles s'épuisent. La demande en diamants, elle augmente. Et la conscience écologique, franchement, elle est de plus en plus présente. Donc ils vont y aller. D'une manière ou d'une autre, ils seront obligés d'y aller. Elle est beaucoup plus rare que le diamant de mine. C'est ça qui est fou aussi, tu vois. Et c'est aussi... Le problème, c'est que quand tu parles de ce diamant-là, tu es obligé quelque part de tuer le mythe de l'autre diamant. Et l'autre diamant, t'en as 3 des mythes. Un, cette pierre qui a mis des millions d'années à se former dans la Terre. Alors ça s'est fait en quelques heures, et ça a mis des millions d'années à remonter. C'est presque pareil, j'en conviens. 2, le diamant de mine, c'est rare. Alors je dis, si c'est rare, vous avez expliqué pourquoi l'année dernière, on a extrait des mines 150 millions de carats sur une année, et qu'on en a fabriqué 4 en laboratoire. Si la rareté, elle est d'un côté, nous, c'est le record du monde, hein, 4 millions cette année. Ok, 150 millions de carats, ça fait une centaine d'années qu'on exploite les mines. Hein. Donc, on a extrait des milliards de carats des mines. Des milliards. Il n'est pas rare du tout. Et le 3e mythe, c'est la valeur de revente du diamant. Et tu dis, ouais, mais le corollaire de ça serait qu'il soit rare. S'il était rare, effectivement, tu n'aurais pas de souci pour le revendre. Mais il n'est pas rare. Donc, quand tu vas le revendre, tu t'aperçois que tu le vends 25%, 20% du prix que tu l'as acheté. Et souvent, je fais un peu le parallèle avec les voitures. J'aime bien. Je dis, t'achètes une vieille Ferrari, tu risques de bien la revendre parce qu'elle est rare. T'achètes Renault, Peugeot, moi j'ai Renault, donc voilà, j'ai rien contre ça, hein, je roule avec. Mais le jour où je l'avais acheté, elle a perdu 30% de sa valeur, et puis dans le temps, elle va perdre 50%. Diamant, c'est pareil. Soit t'achètes un très très gros, mais très très gros, c'est 10 carats. Lui, il va être rare, super beau, etc. Tout ce qui est en dessous, oublie, c'est pas rare. Il y en a des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions. Et nous, on est en train de créer le plus gros diamant de laboratoire jamais créé, un 15 carats. Et il faut 3 mois de culture. Mais le problème, c'est que quand tu ouvres la machine au bout de 3 mois, le brut, diamant brut que tu as, tu ne sais pas s'il va être beau. Et là, c'est la surprise. Et tu vois, nous, on a vendu le plus gros diamant de laboratoire jamais créé, qui était un 9 carats à l'époque. Il nous a fallu 1 an pour l'avoir. Alors, il ne nous a pas fallu 1 an de culture, une fois de plus, mais il nous a fallu 3 échecs, une réussite. Les 3 premières fois, quand c'est sorti de la machine, le type m'appelait, me disait, écoute, pour la couleur que tu demandais, ça ne va pas le faire. Et puis 2 fois, il y a des impuretés. Trop gros, on les voit à l'œil nu, on ne peut rien faire. Voilà. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que tu as la même incertitude de résultat que la nature. Et ça, c'est magique. Il y a un côté un peu magique du truc. Et plus tu veux un gros diamant, plus il te faut du temps pour le faire. Mais plus il te faut du temps, plus l'incertitude elle augmente quand même. Donc voilà. Donc et c'est unique, tu vois, c'est ça qui est fou. C'est aussi très contre-intuitif. Les gens se disent, bah, si c'est du diamant de laboratoire, on peut en faire autant qu'on veut. Oui, sur le principe, ils ont raison. Mais sauf que c'est hyper compliqué de faire du diamant. C'est encore plus compliqué de faire du beau diamant, d'accord ? Qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants. C'est hyper techno, hyper cher à l'entrée. Et qu'ensuite, un gros diamant, tu ne vas le produire que si tu as la sortie. C'est-à-dire le producteur de diamant, si je n'avais pas passé la commande, jamais il faisait le diamant. Il dit, attends, je ne vais pas m'embêter à monopoliser une machine pendant je ne sais combien de mois pour un résultat dont je ne suis pas sûr et qu'ensuite il faudra que je vende. Donc c'est compliqué. On est en train de se lancer en Chine, là, comme des dingues. On va prendre une égérie chinoise qui sera une star là-bas.
Et puis on réfléchit aussi sur une star mondiale qui pourrait un peu... Mais on a besoin, quand on va chercher quelqu'un qui nous représente, on a besoin du fond et de la forme. C'est pas possible d'avoir... je peux pas avoir une Kim Kardashian. Voilà. C'est pas dévalorisant, hein. Je dis juste que les valeurs qu'elle représente ne correspondent pas forcément à la marque. Et nous, on a besoin de valeurs, de gens qui soient soit dans l'écologie, soit dans le bien, quoi. Et qui soient vraiment dans cet altruisme, dans ce truc-là. Donc on a besoin de gens qui soient engagés. Pas forcément militants. Parce que je fais bien le truc, moi, le militantisme toujours me fait toujours un peu peur. Les extrêmes me font peur, quoi, globalement. Donc plutôt des gens engagés. Mais voilà, donc le fond et la forme. Et c'est pas si facile à trouver. Enfin, tu vois, il faut relativiser, quoi. On est en train de vendre du luxe, du plaisir, des jolis moments aux gens. Donc on va le faire de manière sérieuse, mais sans se prendre au sérieux. C'est la grosse différence. Donc voilà, donc de la même manière, on va pas. Il n'y a pas un cérémonial, il n'y a pas tout un. On est très nature. Et puis quand on n'a qu'une vie, donc faut arrêter, on va pas se prendre le chou. Hein. Alors, dans 2 ans, je me vois chez Courbet. Je me vois chez Courbet. Je me vois peut-être plus à Paris, personnellement. C'est-à-dire que si le confinement a eu une vertu, c'est de montrer qu'on pouvait travailler d'ailleurs et tout aussi bien. Alors, ça ne voudra pas dire que je ne viens pas à Paris, mais en gros, je pense que je partagerai ma vie entre le Sud-Ouest et Paris. Donc voilà. Mais chez Courbet et avec plein d'autres projets sur Courbet. Il y a des tonnes de choses à faire, des trucs assez marrants. Tu sais, nous, il y avait un truc, alors tu parlais d'humilité, ça c'était clairement pas humble. Quand j'allais voir mes premiers investisseurs, pour résumer ce qu'on voulait faire avec Courbet, j'avais une phrase, mais je disais aux gens, attendez, hein, c'est très prétentieux ce que je vais vous dire, je dis, on veut devenir le Tesla de la joaillerie. D'accord ? Alors c'est encore plus prétentieux aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque, je pense. Mais en tous les cas, voilà, on résumait ce truc-là. Et Tesla, pour moi, moi, le mec me fait rêver, quoi. Il est un peu dingue, il est un peu fou. Alors, certes, il est pas humble, mais à la limite, il a raison de ne pas l'être, hein, parce que, voilà, on peut juste dire chapeau bas. Mais il y a ce côté qui fait rêver, quoi. Et je trouve que c'est vachement inspirant. Le rugby est vachement formateur là-dessus. Parce que, franchement, moi, j'ai souvenir de trucs où moi, j'ai vu des types, ceux qui parlaient beaucoup, tu les voyais un peu moins sur le terrain, et ceux qui ne parlaient pas, tu vois, ils mettaient la tête où tu n'aurais pas mis le bras, quoi. Donc, tu dis, avec eux, je peux partir à la guerre. J'adore aller aller faire des trucs avec les écoles, avec les masters, les machins, les trucs, aller discuter avec les jeunes. Et si j'avais un rêve un jour, plus tard, hein, pas tout de suite, plus tard, si Courbet fonctionnait vraiment bien, si j'avais les moyens un jour d'être business angel, j'adorerais pouvoir aider les jeunes, faire bénéficier du carnet d'adresses, de l'expérience, de l'argent aussi, tu vois, pour leur mettre le pied à l'étrier. Mais j'adorais ça, je trouve que ça fait un bien fou. Ah ben, tu vois, là, le fait d'être avec Marianne ou avec une équipe, c'est quand même... tu vois, les périodes de doute, tu les partages. Et le cas échéant, voilà, il en sort toujours quelque chose de positif. Ce partage-là. Donc finalement, ça se... Non, j'en ai peu, hein. Comme tout le monde, hein. T'as des périodes, c'est un peu down, un peu machin, mais t'es porté par l'équipe. Et c'est ça que je trouve formidable. Tu vois, moi, j'ai souvenir une fois de plus au rugby, hein, d'être épuisé, etc. Et puis t'as quelqu'un qui te prend, qui te soulève, et dit on y repart. Le diamant a une force incroyable. Alors déjà, il a des qualités incroyables, hein, de réfraction de la lumière. Enfin, il a d'autres qualités d'ailleurs. Hein, il a de la mémoire, il peut passer de l'énergie. Enfin, il y a beaucoup de qualités techno qui sont hyper importantes dans l'utilisation du diamant. Mais en fait, il a un truc, c'est que le diamant est toujours là dans l'agenda de ta vie. J'ai envie de dire, il colle à l'agenda de ta vie. C'est-à-dire que fiançailles, mariage, naissance, 18 ans, tu vois, des moments forts de ta vie sont souvent, le bijou est souvent présent à ce moment-là. Et dans le bijou, il y a souvent le diamant. Et quelque part, il a cette force-là. Et ça, c'est assez unique. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'il colle vraiment à l'agenda des gens et pas à un agenda dicté. Voilà, je trouve qu'il est là dans les moments forts. Voilà, il marque le coup, il marque le rythme des gens. Il faut croire en l'homme. De toute façon, j'ai envie de dire, franchement, on n'a pas le choix. D'accord ?
J'ai très très peur des extrêmes. Et je trouve que cette montée des extrêmes... Alors les réseaux sociaux c'est formidable, mais je trouve que les réseaux sociaux c'est tout sauf de la démocratie. Et ça me gêne terriblement. C'est-à-dire c'est une démocratie où quelqu'un peut voter 1000 fois, d'accord, et quelqu'un ne jamais s'exprimer. Et donc c'est pas une démocratie. Et je pense que la montée des réseaux sociaux est quelque chose qu'il faut contrôler d'une certaine manière, tempérer. Et je trouve que je crois au bon sens de l'homme, mais je trouve qu'il n'est pas très partagé en ce moment. Voilà. Mais il faut le pousser, on n'a pas le choix. J'espère que cette interview vous a plu. Rendez-vous sur Ligne 68, likez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt.